Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Je souhaite commencer cet épisode en remerciant chaleureusement Rihanna, qui écoute tous les épisodes depuis le lancement du podcast. Elle prend beaucoup de temps à me faire ses retours, me dire ce qu'elle a aimé, moins aimé, ce qu'elle pourrait en attendre. Elle est toujours constructive et me permet de prendre un recul très précieux. Elle, ainsi que vous tous, auditeurs et auditrices, me donnez envie d'aller plus loin et d'améliorer mes compétences en tant qu'intervieweuse, qui, disons-le, est un vrai métier. J'apprends lentement, mais sûrement. Rome ne s'est pas construit en un jour, et ce projet en est une preuve concrète. Si on partait en Italie justement, et je vous parlais de ma prochaine invitée, transition. Priscilla est née et a grandi à Rome. Coïncidence ? Avant de la quitter à 33 ans pour rejoindre le bureau de représentation des chemins de fer italiens à Paris. Une fois cette expérience terminée, afin de rester en France, où elle a rencontré son mari, elle a enseigné l'italien dans une école de commerce qui a fermé en 2008 suite à la crise financière. Elle a donc cherché à revenir à ses premières amours, l'art. L'histoire de l'art plus particulièrement, où elle a soutenu une thèse sur le sujet que je suis obligée de vous partager, car je suis toujours bluffée par le niveau de détail. L'influence de la Méditerranée dans la peinture allemande au XIXe siècle. Easy. Elle est actuellement agent d'accueil et d'information au Centre Pompidou. Je pensais logiquement qu'on allait parler de l'avenir de l'art, de la culture en général, car c'est un sujet qui anime fortement Priscilla. Mais c'est bel et bien l'aspect citoyenne du monde qui est finalement beaucoup plus ressorti. C'est ça, les joies de la conversation. Je sais qu'on aurait pu parler de 1000 autres choses si on avait enregistré un autre moment. Mais là, ce sont ces sujets qui ont éclos. Priscilla lit énormément, que ce soit des romans ou encore la presse. Sa chance ? Parler italien, français, anglais et allemand, et pouvoir ainsi lire dans de nombreuses langues et récupérer différents points de vue quant à l'information diffusée. Cela lui permet d'avoir un regard approfondi de l'actualité et d'encore mieux appréhender notre société et ses défis. Dans la continuité de l'épisode de Cécilia, Priscilla veut repenser l'équilibre ville-campagne, mais aussi mettre plus de collectif dans nos vies. Un peu ce vivre ensemble, cher à Alix dans son épisode. Allez, sans plus attendre, venez. On va mettre les pieds dans demain avec Priscilla. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de demain avec Priscilla. Alors vous allez voir, Priscilla, elle a un délicieux petit accent italien, mais elle parle en plus plein de langues, donc vous verrez, il y aura plein de petites teintes différentes, de langues différentes. Et donc, Priscilla, je vais commencer avec ma première question. C'est quoi ton sujet du moment ? Bonjour à tous. Donc, mon sujet du moment, c'est surtout une pensée qui retourne régulièrement dans ma tête. Et c'est le grand problème de l'urbanisation, de la concentration urbaine. Actuellement, bon, on vit à Paris, donc je parle de Paris, mais ça concerne toute l'Europe. Je suis de plus en plus convaincue que le grand problème dans lequel on se confronte régulièrement, c'est le fait qu'on est tous concentrés dans certaines villes et que, au contraire, on devrait trouver et très vite des solutions, pas pour aller sur Mars, mais surtout pour ramener les gens dans les petits villages, ramener les gens à la campagne, ramener les gens dans des espaces fabuleux qui entourent nos villes. Je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie, je parle de la France, de l'Hollande, partout le même problème. Alors, ce sujet du moment, quand tu dis « ça m'intéresse », c'est quoi ? Tu lis ? Tu regardes des films ? Qu'est-ce qui... Je suis très sensible quand je retrouve des articles où beaucoup de gens envisagent une nouvelle façon de vivre
Et dans cette nouvelle façon de vivre, je retrouve le thème qui retourne toujours dans mon esprit, c'est celui de dire il faut trouver une alternative à la façon dans laquelle on vit actuellement. Mais cet actuellement dure depuis, on veut dire en large, depuis des siècles. Le processus de l'urbanisation commence après le Moyen-Âge, donc c'est pas un problème... C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais maintenant, on est arrivé à un tel embouteillage d'énergie dans les villes. Donc ça coince partout, dans les transports, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les parcs, dans les centres de loisirs. Partout, il y a trop de monde. Et c'est trop de monde, ce n'est pas parce qu'on est trop sur Terre, parce qu'on est mal distribué. Et c'est ça ma question principale, c'est problème de la distribution des personnes sur cette terre. Je pense qu'à la source des grands problèmes qu'on vit, c'est qu'on est trop l'un sur l'autre, quand on pourrait franchement vivre très différemment. Donc toi, tu as vécu à Rome, tu as vécu à Paris, on va dire... Toujours dans des capitales. Voilà, dans des grandes à villes. Berlin, voilà. À Londres aussi, j'ai passé 2 ans à Londres. Et donc, Berlin, par exemple, le fait... Enfin, c'est quand même une ville qui est quand même assez bien desservie, qui est... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, la population s'étale bien. C'est pas ton avis ? Oui. Surtout en Allemagne, en général, la population s'étale beaucoup mieux qu'ailleurs, parce que ça reflète aussi l'organisation politique et administrative de l'Allemagne, qui est composée par des Länder qui ont une autonomie beaucoup plus forte qu'en Italie ou voire même en France, qu'il y a une centralisation du pouvoir. Mais cette relation, voilà, avec la campagne, la terre, le land est très très forte, et ça, on ressent ça aussi par la distribution homogène de la population. Donc, dans ce sens-là, l'Allemagne a gardé un grand pragmatisme aussi vis-à-vis de la distribution de la population. Évidemment, il y a des grandes villes, là aussi, et qui représentent après un peu le pouvoir politique et administratif, mais les Allemands sont un peu sur tout le territoire, chose qui n'est pas en France, chose qui n'est pas en Italie surtout. Voilà. Donc toi, par exemple, à Rome et à Paris, si on prend ces 2 villes, tu ressens vraiment le fait que tout le monde s'agglutine et que oui, absolument. Et ça ne devrait pas être comme ça, et j'espère... Moi, maintenant, mon parcours professionnel est presque fini, mais surtout, je pense pour les nouvelles générations, ils doivent absolument envisager une autre façon de travailler, et je pense que la révolution informatique va dans ce sens-là. Il faut de plus en plus s'imaginer ailleurs, en autonomie, loin de villes. Et les villes doivent représenter là aussi des moments de passage, et donc aussi la façon de vivre doit complètement changer. Comme dire, on ne doit pas forcément être propriétaire de quelque chose pour y vivre. On pourrait avoir une façon beaucoup plus légère de s'imaginer sa propre vie, donc être ailleurs et être à Paris quelques jours par mois, et donc aller dans de petits espaces en location, etc. Il faudra être beaucoup plus flexible, beaucoup plus léger, et beaucoup plus en syntonie avec cette nouvelle, j'espère, façon d'envisager le travail. Et donc, faire vivre tous ces villages en France qui sont abandonnés, amener du travail, amener de la population, amener de la vie. Et distribuer tout ça. C'est une utopie peut-être, mais je ressens de plus en plus cette nécessité. Et alors toi, justement, le sujet de la décentralisation, le fait d'aller plus vivre en campagne, c'est un sujet auquel toi, personnellement, tu réfléchis ? Absolument oui. On a 2 pièces sur Paris, mais on envisage
trouver quelque chose en campagne, dans un beau village, et pouvoir... j'ai beaucoup d'amis artistes, beaucoup d'amis en général, et j'espère que ça peut être une maison ouverte aux autres. Et je voudrais avoir la possibilité de pouvoir héberger des amis, parce que je sais que ma génération a très peu pensé à cette période qui va nous tomber sur la tête comme à tout le monde. Et donc... la retraite? Oui, la retraite, surtout l'après-retraite, donc la vieillesse, on va dire. Et donc, je pense que qui est, entre nous a les moyens doit penser à accueillir des amis, des proches, voilà. Donc, une belle maison en campagne, pourquoi pas. Il y a un projet, si je peux en parler, en Italie, dans une île qui s'appelle Sardaigne, où les gens vont normalement en été, parce que la mer est magnifique, où le maire d'un petit village a décidé de transformer ce village pour un village de personnes à la retraite. Comme dire, le village est très très pauvre, mais se trouve à une dizaine de kilomètres de la côte. Et pour le faire revivre, ils sont en train de tout restructurer avec les services nécessaires au troisième âge pour dire aux gens, venez ici, on vit ensemble et on mettra tous les moyens en commun, les nécessités Et je trouve que c'est un projet fabuleux parce que on envisage une fin de vie collective dans un endroit magnifique, perdu, au milieu de la montagne, avec des petites navettes qui t'amènent à l'hôpital à côté ou à la mer pour faire la promenade. Donc c'est un projet sérieux et j'adhère à ce projet. Et donc toi, si une initiative comme ça avait lieu en France, tu irais? Ah, je trouverais ça magnifique. Ok. Ouais, donc plutôt un village avec des personnes âgées, enfin en retraite, plutôt qu'un village intergénérationnel? Non, je pense que l'intergénérationnel est très très important parce que là c'est un autre sujet absolument fabuleux. Donc je lis de plus en plus des articles comme quoi aussi le troisième âge doit être une chance pour la société et pas un poids. Parce que, comme j'ai vu à Chicago où j'étais il y a 2 ans, les personnes âgées d'un certain niveau, comme dire, qui se veulent mettre en jeu, sont accueillis dans les musées et sont gardiens des salles et sont aussi médiateurs culturels, autant que bénévoles. Au lieu de rester renfermés chez eux, la ville de Chicago a donné la possibilité aux retraités de s'engager auprès des musées. Et c'est la ville, donc il y a le musée d'histoire de l'histoire de Chicago, le musée d'histoire naturelle, il y a plusieurs musées qui ne sont pas des musées privés mais sont de la ville et de l'État de Chicago qui ont mis en place ce système. Et je trouve plus qu'intéressant et plus qu'intelligent. Parce que ça permet aux gens de certain âge de se sentir utiles, que c'est le but de chacun d'entre nous. Et en même temps, les tout petits, les classes qui arrivent, etc., ont une confrontation avec des gens qui ont vécu des choses que, évidemment. Et cette mélange à partir de la crèche, la maternelle, avec des gens âgés, je trouve de plus en plus que c'est génial parce que c'est utile pour tout le monde. Et toi, alors, comment tu l'imagines justement ta retraite à toi? Encore flou, parce que de temps en temps, je pense que peut-être j'aurais envie de retourner en Italie. En même temps, je dis, bon, ça fait déjà 25 ans que je suis en France, j'ai un mari français, donc peut-être on va rester ensemble aussi pour la retraite. Donc il faudra tout ça, il faudra voir. C'est encore un tout petit trop tôt. Surtout, une chose, c'est la retraite, et une chose, c'est la vieillesse. Ce sont quand même encore 2 phases différentes. Il faudra voir, ouais. Donc malgré tout, toi tu te vois quand même faire une retraite plutôt à la campagne et venir régulièrement à Paris plutôt que l'inverse? Oui, ah ben ça c'est clair, ouais.
Pourtant, t'es quand même... Enfin, Paris, tu y passes beaucoup de temps, tu aimes beaucoup la culture, tout ça. Tu penses pas que ça peut te manquer ? Oui, mais la culture signifie aussi beaucoup de musique, beaucoup de livres. Découvrir aussi, au contraire, de villages. Moi, quand mes vacances, c'est toujours aller découvrir des territoires, des villages que je ne connais pas. Et partout, il y a des choses à découvrir. Donc, pour moi, la culture n'est pas que la grande expo au Grand Palais. Il y a plusieurs façons de fruire de la joie de connaître, d'avoir de la culture autour. C'est la curiosité. Il ne faut jamais que ça manque de curiosité. Et puis, voilà, c'est ça qui est très très important. Rester curieux. C'est extrêmement intéressant, en effet. La curiosité au centre de tout. C'est un peu le propre de ce podcast. Justement, c'est beaucoup de gens un peu curieux avec qui je discute et moi, en tout cas, ça m'enrichit énormément. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que toi, il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer ou que tu vas faire évoluer ? Philosophe Fromm, que je lisais dans les années 70, qui avait publié ce grand livre, c'était « Être ou avoir ». Non ? C'était la grande révélation de ces années-là. Pour être, ça ne doit pas forcément signifier que tu dois avoir, donc que tu dois être en possession d'eux. Et donc, on n'est sûrement pas Gandhi, hein? On ne veut pas arriver en conclusion de Gandhi, mais en même temps, une réflexion sur le fait que jusqu'à présent, les messages normaux qui circulent, c'est la belle voiture, la belle maison, la belle fourrure, ce n'est pas comme cela que je pense que l'humanité va être plus heureuse. Et donc, j'étais assez spartane et une relation normale avec le pouvoir d'achat, comme dire le fait de pouvoir acheter parce que j'ai gagné, parce que je consommais, mais j'étais toujours très attentive à jamais déborder, parce que j'ai toujours compris, au moins pour moi, que ce n'était pas ça qui me donnait du bonheur. Donc, la notion de dire j'achète parce que j'en ai besoin est différent que j'achète parce que ça me plaît. Et ça, j'ai essayé surtout de le transmettre aussi à mes enfants. Et au contraire, avoir la possibilité de prendre un train pour aller découvrir quelque chose, etc., ça me semblait toujours beaucoup plus important qu'acheter encore un pull en plus. Donc, cela a commencé depuis des années dans ma tête, mais de plus en plus, je pense que c'est nécessaire. Et ce n'est pas un hasard que cet système capitaliste qui nous a amenés, et c'est le seul qui marche, et c'est indiscutable. Mais c'est qu'il faut donner un frein à tout ça et il faut baisser, nous tous, on doit baisser la consommation, ça c'est clair. Et ça, c'était dans l'air depuis des années. Et je pense que cette grande crise, d'abord en 2008, qui a commencé, la crise économique de subprime en Amérique, et après ça a tombé aussi la première vraiment grande crise économique de ce siècle a tombé aussi en Europe. Mais maintenant, avec cette crise, on va dire, sanitaire, qui est une crise économique aussi, on se rend compte qu'il faut tout baisser les tons. Tous, on est invités à baisser les tons. Donc, les gens qui pensaient d'être heureux parce qu'ils étaient dans ce circuit de consommation, ils tomberont du haut, parce qu'ils n'étaient pas éduqués à l'écoute de soi-même. Ils pensaient tout le temps de s'identifier avec ceux qu'ils avaient. Ils ont oublié d'être, comme disait justement Erich Fromm. Ouais. Ouais, mais alors comment on fait ? Imagine, j'ai une quarantaine d'années, j'ai toujours consommé parce que oui, consommer c'est faire valoir, c'est paraître, c'est ce qui me plaît. Comment je fais pour être alors que j'ai toujours été dans l'avoir, selon toi ? Comment on fait ? On commence à renoncer à plein de choses. Je ne suis pas une économiste,
Mais je pense que tout cela va créer, pourquoi beaucoup de problèmes? Parce que cette consommation a aussi généré énormément d'emplois. Et donc, du moment que la consommation baisse, il y a des millions d'emplois qui sautent. Mais c'est là que se rejoint un peu mon objectif d'être toujours optimiste et de penser que il doit y avoir une conversion d'emplois. Comme dire, il y a des secteurs où il y aura beaucoup de nécessité que les gens prennent cette voie de dire le fait de réhabiliter des villages, le fait d'amener du boulot dans des villages, de recommencer à penser la campagne différemment, de penser... Il faut qu'on invente plein de métiers, il faut qu'on invente plein de façons de faire différentes. Et tout ça, c'est un circuit presque. Tout ce qui était jusqu'à présent superflu peut tomber à l'eau, mais on peut créer autre chose. Et donc, je pense que il faut pas trop être pessimiste. Il y aura des solutions. Mais ce sont les jeunes qui doivent les trouver. Ce sont les jeunes qui doivent avoir envie de les trouver, envie de changer, envie de penser différemment. Je compte beaucoup sur les nouvelles générations, c'est clair. Oui. Alors maintenant, on va en profiter pour faire une petite rétrospective, un petit retour en arrière. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fière aujourd'hui? Je pense le fait que j'étais toujours attentive aux autres, mais dans le sens aussi culturel. Comme dire, je ne me suis jamais imaginée italienne, née à Rome, grandie à Rome, et mon petit monde à Rome. Non. Le fait que j'ai toujours ressenti la nécessité de partir, apprendre une autre langue, connaître un autre pays et avoir des échanges avec d'autres personnes était la base pour me construire ma vie actuelle aussi, que je suis finie dans un autre pays. Je veux dire, l'ouverture culturelle et l'ouverture personnelle vis-à-vis des autres, oui, j'en suis fière parce que je pense que c'était un choix que je fais précis sans me attarder à me contenter de mon petit monde romain. Si on réfléchit d'un point de vue plus global, tu as commencé un peu à en parler, c'est quoi pour toi les grands sujets auxquels va devoir s'atteler notre société demain? La recherche des énergies alternatives est un grand sujet, comme dire, ça doit être la base pour essayer de sauver aussi la planète, ça va avec. Donc on est, je crois, à un croisement important où tous les plus grands ingénieurs, les plus grands économistes, les plus grands chercheurs doivent se mettre à table ensemble pour comprendre vraiment quelle chance donner à cette planète. Parce que là, c'est clair qu'on est arrivé à presque une date limite. Donc les jeunes et tout le monde doit se concentrer sur comment pouvoir se réchauffer, s'alimenter, bouger et tout ça. Ça va avec. Donc les énergies alternatives, c'est le grand sujet pour les grandes générations, ça c'est clair. Et c'est un sujet auquel tu es sensibilisée toi depuis déjà des années ou tu as l'impression que c'est Ah non, moi depuis que je suis petite, parce qu'en Allemagne, où j'allais régulièrement en tant qu'enfant, dans les années 60, il y avait déjà le tri des ordures et on parlait de recyclage et tout ça, ça m'a frappé parce qu'il y avait une conscience collective distribuée dans toute l'Allemagne, comme dire, à tous les niveaux aussi culturels. C'était pas une chose de la famille Bobo plutôt que les intellectuels. Non, tout le monde était conscient que le recyclage était une fonction aussi de l'énergie qu'on créait, etc. Donc les Allemands, comme
ils avaient quand même de bons côtés. Ils étaient franchement déjà... On leur dira. Voilà, on leur dira. Mais c'était un peu le précurseur de tout ça, je dois dire. Avec les pays scandinaves que je n'ai pas fréquenté, mais bon, on savait. Donc, depuis que je suis toute petite, j'ai essayé de sensibiliser mon entourage italien, par exemple, sur ce sujet. Parce que et ça me semblait vraiment terrible comme les Italiens n'avaient aucun sens civique vis-à-vis de tout ça, de tout cela. Et ils réagissaient comment quand tu essayais de les sensibiliser? C'était surtout un étonnement, comme dire, l'individualisme italien avant tout. Donc, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Et donc, j'ai ressenti que ça menait à nulle part. Et maintenant que j'en ai 60 années, enfin, j'ai dit, c'était déjà tout écrit, tout ce qui s'est passé après. Et tu as l'impression que maintenant les Italiens en prennent plus conscience? Un tout petit peu, mais c'est un pays assez sauvage de ce point de vue-là. Parce que l'italien est très très individualiste et l'essentiel que ça soit nickel et propre chez eux, mais ailleurs, ça ne les intéresse pas trop. Non, ils n'ont pas une vision collective, c'est très rare. Après, il y a des gens très bien en Italie, c'est pas ça. Mais ils n'ont pas eu cette éducation-là, voilà. Non. Et tu penses que ça va changer dans les années à venir? Je crois par nécessité. Oui, par nécessité. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais l'Italie, ça fait des années qu'elle est très mal administrée et tout tombe un peu en ruine. Donc, c'est pas un bon moment pour voir une sortie de tout cela. Donc, j'attends que là aussi, encore une fois, les nouvelles générations puissent, vu que la nouvelle génération ont grandi dans une globalisation aussi culturelle, que ça pourra changer aussi les jeunes Italiens. Les jeunes sont totalement liés entre eux par la façon dont ils sont informés. Et ça, c'est une révolution qui vraiment a changé la planète. C'est énorme. C'est intéressant ce que tu dis. L'État en Pologne veut éradiquer la loi pour comment dire en français, l'avortement, pardon. Et c'est intéressant de voir à quel point, en effet, il y a eu une capacité via les réseaux sociaux à faire monter un mouvement qui n'est pas que polonais, qui n'est pas que jeune, qui a permis vraiment à la fois de traverser les âges, mais aussi les frontières. Et je suis d'accord, moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est dramatique d'en arriver là. Enfin, pour moi, c'est un vrai retour en arrière de dire on veut... Enfin, abolir l'IVG, c'est juste inentendable. Mais là, je me suis dit, en effet, cette nouvelle génération ne se laisse pas faire et est capable de diffuser le message au-delà d'un certain milieu, d'un certain pays, pour que ça sensibilise plus de gens. Et j'ai trouvé ça... là, je me suis dit, la nouvelle génération est en marche. Oui, elle est en marche. Elle doit être en marche parce que, bon, ils savent aussi, ils sont conscients... le mouvement de Greta, cette jeune fille... qui a un peu lancé la balle comme ça dans l'océan, mais c'est vrai que c'est très indicatif de tout ça, parce que elle s'appuie évidemment sur la connaissance de sa génération, parle de son pays, elle parle à tout le monde, et ça c'est très indicatif de ce qui est en train de se passer. Donc je pense que on doit penser, et j'espère qu'on va vers des choses très positives, parce que les jeunes savent que leur futur est lié à la survie de la planète. Et donc, la politique n'aura aucun rôle si elle ne devient pas une politique pragmatique, ça veut dire d'appuyer des projets précis. Parce que tout cela est en train de changer la face du monde. Voilà. Donc, je suis très convaincu que ça peut que être du positif. Tout ce basculement, toute cette crise. Hein. C'est un beau message d'espoir, en tout cas. Et justement, si on doit le formaliser... il faudrait, quand on pense au gouvernement, je pense justement qu'il y a très peu de différence entre la gauche, la droite,
tout ça, ce sont des grands mots qui ont existé depuis l'après-guerre, les grands partis qui ont formé l'Europe et tout ça. Mais ça aussi ne tient plus. Ça aussi ne tient plus parce que la politique peut que être une politique de rapprochement à des problèmes tellement basiques sur lesquels il faut, comment dire, si on veut que les jeunes pensent qu'il y a encore de la politique, c'est parce qu'un message doit leur arriver qui soit très pragmatique. Donc, qui est attaché à des projets très très concrets. Donc, l'éducation dans l'école, la réforme des prisons. Il faut toucher des arguments. Pas dire je suis de gauche ou de droite et donc. Je pense que tout cela va finir en miettes. Les partis doivent être représentatifs d'une quelque chose où les gens s'y identifient. Sinon, il n'y aura plus de partis, il n'y aura plus de gens qui vont voter parce que ça ne tient plus. Ouais, ça tient plus. Ça. Alors justement, tu anticipes un peu une de mes questions. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour que la situation s'améliore, qu'est-ce que ce serait ? Bon, alors là, je suis peut-être très impopulaire avec ce que je vais dire, mais je pense que le grand problème, surtout en France, je parle maintenant de la France où je vis, où je travaille, donc c'est mon pays pour le moment, je pense que le grand problème, c'est la relation avec le travail. Parce que dans les dernières 30 ans, peut-être 25 ans, on a comme tué le message de dignité du travail. Comme dire, je pense qu'à la base de tout, le travail donne de la dignité à l'être humain. Et si on lui lève le travail, on lui lève pratiquement tout. Parce que le travail est aussi utile pour avoir une raison de vie, pour avoir une reconnaissance, pour avoir des contacts sociaux, pour avoir des relations sociales. Le travail, pour avoir une autonomie économique, le travail veut dire beaucoup de choses. Donc, le fait que on pense que le loisir et de plus en plus du temps libre est le but de notre recherche existentielle, je trouve que la donnée est inversée. Et je ne pense pas que l'être humain soit plus libre, moins il travaille. Ce n'est pas ça. Et donc, je pense que le grand défaut de la société française a des mesures considérées sociales, comme dire les jeunes qui n'ont pas de travail, on leur donne la subsistance nécessaire pour vivre quand même, et que si on a un travail et on a un chômage, on ne peut pas faire une autre. Et je frappe encore plus fort. Moi, je suis très très étonné par la situation dans les prisons. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit être sauvé par le travail, ce sont justement des prisonniers. Comme dire, déjà, ils ont loupé leur vie, ils ont raté leur but de vie, ils sont finis derrière les barreaux parce que sûrement ils ont fait des choses très graves qui indiquent que ce sont des gens en détresse, des gens en difficulté, et en plus on les met derrière des barreaux à rien faire. Alors pour moi, ça c'est le paradoxe le plus, le plus grand, parce que je pense qu'au contraire, les prisonniers, pour les récupérer, il faut les former, les mettre au travail et les faire sentir utiles. C'est la seule façon de s'en sortir. Et donc moi, si j'étais ministre de la Justice, je dirais, alors, il y a cette forêt qui a besoin d'être retapée, il y a cette rue qu'il faut refaire, il faut faire... On se met tous au travail. Et paradoxalement, on leur donne une chance. Ce n'est pas une pénalisation de les mettre au travail. C'est comme dans les communautés de récupération pour les gens qui ont la dépendance à la drogue. Les seules communautés qui fonctionnent, au moins exemplaire italien, c'est quand ces gens-là, on les met à travailler la terre.
Parce qu'on leur dit, écoute, regarde qu'est-ce que tu as fait. Il y a le lendemain, il y a la plante qui sort, et dans 3 semaines, il y aura les fruits qui sortent. Et alors, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose où il y a un résultat concret, où ta capacité de t'être engagé porte à quelque chose. Et je pense que c'est le truc fondamental pour le bien-être de la personne. Donc les associations attaquent en disant la dignité de prisonnier va être entamée par cette possibilité de les mettre au travail forcé. Je trouve un paradoxe parce que moi je pense que l'homme doit trouver sa dignité dans le travail et pas le contraire. Et pas le contraire, donc ça donnerait... Mais pas le contraire, comme dira, l'État est là pour vous maintenir et à rien faire. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État. Ouais, alors tu dis énormément de choses et tu abordes énormément de sujets qui sont, je pense, assez clés et tout le monde n'ose pas trop en parler, justement, parce que ça peut créer de la polémique. À côté de ça, quand les gens travaillent, on parle de la dignité. T'es pas la première personne à m'en parler de la dignité au travail. Je trouve que c'est un concept qui mérite d'être réfléchi, on va dire. Mais quand les jeunes voient leurs parents ayant été, entre guillemets, maltraités au travail, ayant fait des burn-out, puisque c'est un des termes à la mode, ont été virés au bout d'un certain temps parce que trop vieux, parce que... Qu'est-ce que ça renvoie aussi comme image du monde du travail ? Comment veux-tu qu'un enfant qui a connu son père ou sa mère viré ou à avoir du mal à boucler les fins de mois parce que c'est très compliqué de trouver un travail et en plus de ça, il ne s'y épanouit pas ? Je pense que ça vient aussi rebattre un peu les cartes. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça c'est vrai. Mais là aussi, je pense qu'il y a eu de plus en plus de postes de travail fictifs. Hein. Ce qu'on appelle les bullshit jobs. Parce que on est en train de perdre tous les métiers et en même temps on a créé énormément de postes de travail virtuels. Donc il y a là aussi quelque chose qu'on regarde à ces tours, à la Défense, on pense à tous ces bureaux, ça donne la nausée tout ça. Parce qu'on se dit mais ce n'est pas possible que le travail ait que ça. Aller au bureau, derrière un écran, avoir des conflits avec les collègues, c'est démentiel tout ça. Et donc, c'est pour cela que j'espère qu'il y aura d'autres façons de travailler, que c'est pas simplement la façon, comme dire, tu peux rester chez toi et tu peux avoir une autre relation avec le milieu du travail, mais de dire, il faudrait réinventer des métiers, il faut réinventer aussi la façon de travailler. Ouais, et des métiers utiles surtout. Bah oui. Parce qu'on en a créé des métiers. Oui, non, c'est ça, retourner presque aux métiers utiles. Et donc, c'est pour cela que peut-être ça va prendre du temps, ça va créer encore Mais ce n'est pas possible, voilà, qu'il y a des millions de chômeurs, en même temps, on voit qu'il y aurait besoin de beaucoup plus de gens probablement dans les sociales, dans les hôpitaux, dans les campagnes, dans les fermes. Il y a un déséquilibre. Mais je suis certaine que on pourrait inventer plein de formes différentes d'emploi. Voilà. Et je ne sais pas si ce sont que les jeunes qui pourront donner la clé de tout ça. Ce sera un processus très très long. Ça j'ai pas la formule. Je ne veux pas dire j'ai la clé de comment sortir de cette impasse. Mais je suis certaine que on a dénigré quand même le sens du travail en France. En effet, c'est un concept qui mérite qu'on s'arrête un peu dessus. Ce serait bien de prendre un peu de recul dessus, en effet. Et alors justement, toi, si tu devais le formaliser, c'est quoi ton souhait pour demain ? Mon souhait pour demain, c'est de pouvoir vivre dans une forme un peu plus collective, par exemple. Quand je disais la grande maison, les amis, etc. Il y avait déjà eu dans les années 60
Il y avait ces formes en Allemagne, j'ai même vécu dans une Gemeinschaft, ça s'appelait que tout le monde avait une chambre, on vivait ensemble, on mettait les... Non, il y a eu ces formes. Il y a eu les phalanstères aussi. Ouais. Le co-living maintenant. Mais c'est vrai que pour le troisième âge, je trouve qu'il faut renoncer au propre égoïsme et mettre un peu plus en commun certaines choses. Parce que là aussi, c'est démentiel de penser que chaque personne âgée a sa petite maison, son petit appart. C'est démentiel tout ça. C'est démentiel. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais justement, alors parce que là tu fais porter un certain fardeau à la jeune génération, ils ont intérêt à y aller les copains parce que sinon ça va être compliqué pour l'avenir. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre pour créer un meilleur demain ? Oui, l'attention à la cosa pubblica, comme disaient les fameux Romains, la res publica. La chose publique. La chose publique, c'est vraiment là la clé, de dire... ce serait beaucoup plus intéressant, et je crois que les jeunes sont déjà beaucoup plus sur le partage, je ressens que mettre en commun les idées, les énergies, la vie en commun, ça porte quelque chose. Ça porte parce que on crée de la richesse. Je pense toujours, j'ai fait une petite escapade dans l'architecture au fameux architecte Renzo Piano, qui, quand il explique ses projets, il dit toujours la même chose. Je crée toujours des espaces où les gens se peuvent rencontrer. Ça peut être le tribunal de justice qui vient d'inaugurer il y a 2 ans. Ça peut être l'auditorium ou le centre culturel. Dans tous ces projets, il y a toujours ce lieu en commun et dit, ces facteurs communs, et dit, j'ai créé l'espace parce que les gens doivent se rencontrer. Il ne crée jamais des projets, on va dire entre guillemets, où on fait très attention que chacun ait son espace. Parce que culturellement, il pense aussi que la rencontre entre les personnes, entre les générations, porte une bonne énergie, porte du bien, porte des valeurs portantes. Et donc, même en architecture, il y a cette conception. Et c'est important. Et c'est ça qui me réjouit toujours, de penser, et en ce sens-là, le centre culturel aussi, que c'est son premier projet il y a 44 ans à Paris, était tout ouvert et le grand espace parce que les gens devaient se rencontrer. Le centre culturel Pompidou. Eh oui. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur ? La pollution des océans, de la mer, les glaciers qui s'effondrent. Tout ça, c'est, je pense, d'être une survécu de l'ancien monde, parce que j'ai connu encore les montagnes avec les glaciers, j'ai connu encore la mer sans le plastique qui empoisonnait et tuait tous les poissons. Donc tout ça, c'est effrayant. C'est tellement effrayant que je me dis tout le temps, si vraiment on ne fait pas tout de suite quelque chose, mais c'est vraiment la fin de la planète. Et ça, c'est quelque chose que je me dis, on est là depuis des millions d'années, et possible que maintenant, tout ça doit finir. Non, mais c'est inconcevable. Alors, qu'est-ce qui te rassure, justement ? L'espoir de penser que la nouvelle génération est tellement alertée, renseignée, et alertée de tout ça, et pour la survie, parce qu'il y a un principe de survie dans l'être humain, ils feront tout pour que ça s'arrête, tout ça. Parce que sinon, on est dans une autodestruction absolument signée, marquée, je veux dire. Et alors, qu'est-ce qui te fait douter quand tu penses à demain ? Je doute sur la bienveillance des gens. Comme dire, je ne suis pas naïf. Je pense positif, mais je sais que je suis entouré par la médiocrité. Et je dis ça pas parce que je sens supérieur. Je pense que
malheureusement, beaucoup de gens sont médiocres, mais dans le sens qu'ils ne veulent pas voir loin. Et ça me fait peur, parce que je pense que c'est très nocif pour nous tous. Mais ça a toujours été le cas, ou c'est un truc que tu as l'impression de plus découvrir maintenant, la médiocrité? Je le découvre de plus en plus en grandissant. Quand j'étais jeune, j'avais pas tellement l'impression que les gens étaient médiocres. Tu la voyais pas? Peut-être je la voyais pas. Peut-être parce que j'étais jeune, je ne sais pas. Je pense de plus en plus que les gens sont médiocres. Plus je vieillis, plus je le pense. Donc, c'était mieux avant, comme on dit. Mais, oui, mais avant, je répète, on n'avait pas cette perception globale du monde. Parce qu'on n'avait pas les moyens. D'accord. Et donc, je pense qu'on avait une vision assez altérée, assez peu réelle des choses, parce qu'on vivait dans notre propre peut-être milieu. Pas réel, mais hyper localisé. Quand tu vois le rapport à l'information, voilà. Tu vois, aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Italie, on sait ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, on sait ce qui se passe au Chili. Ouais. Après, c'est une curiosité aussi. Mais je me dis, en effet, tu vois, même je me dis, à l'époque, tu dirais à toutes les personnes qui ont vécu la grippe espagnole le nombre de morts qu'il y a pu avoir, ouais. Personne n'y croirait. Ouais. Tellement c'était, moi, c'est dans mon village, dans ma ville, à la limite. Là, et il y a presque un côté... extrêmement flippant, parce que tu as l'impression que personne n'est à l'abri, qu'on est tous dans la même situation, et je trouve que cette crise sanitaire a fait quand même émerger peut-être ce trop-plein d'informations, avec des chaînes de télé qui en plus s'en gavent, où on nous balance des messages en permanence, et on nous dit c'est ça, voilà ce qui se passe. Sauf que, un peu ce que disait Épictète, je reviens un peu au principe du stoïcisme, contrôle ce que tu peux contrôler. Et c'est les médias, même en général les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir, te montre quelque chose qui est extrêmement anxiogène et qu'en plus de ça, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux même pas faire changer. Je trouve que ça change quand même grandement la donne par rapport aux précédentes générations qui n'avaient pas un tel accès. C'est la révolution dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, c'est ça à la base. Ouais, mais ça crée, je trouve, en effet, ce sentiment d'impuissance qui est faux en plus. Mais on se dit, tiens, on a envie de sauver le monde. Avant de sauver le monde, peut-être va sauver peut-être ton village, ta ville, ta famille. Là, je te rejoins parce que j'ai eu la chance dans ma vie de connaître Marie-Thérèse de Calcutta, qui était venue à Rome en 82. Parce qu'elle avait reçu par le Vatican la laurea d'honorem causa. Donc on l'avait reçue. Et cette petite bonne femme, et j'étais invitée à cette cérémonie par un oncle qui était très proche d'elle, etc. Et ça m'a fait très impression parce que je me rappelle très bien ce qu'elle a dit. Et d'abord, elle était très, très, très petite, très, très fragile, très, très mince. C'était impressionnant, c'était comme une petite feuille qui silencieusement s'est bougée comme ça. Et puis, elle a pris la parole, il y a eu un silence incroyable dans cette chapelle au Vatican. Et elle a dit, mais oui, d'accord... je pense que vous tous, vous pensez que j'ai fait des grandes choses. Mais la vérité est que vous tous pouvez faire de grandes choses. Parce que faire de grandes choses, ça signifierait uniquement faire attention aux voisins sur le propre palier. Parce que si chacun d'entre nous fait un petit geste, c'est toute l'humanité qui en aurait le bénéfice. Et donc, a dit, ne pensez pas qu'il faut traverser le monde pour porter de l'aide de l'autre côté du monde. Ce n'est pas ça. Il faut que chacun d'entre vous sache que l'écoute, un petit geste, un peu d'aide, tout cela, dans le quotidien, suffirait à changer le monde. Et ça m'a tellement impressionné parce que c'était une vérité banale, mais c'était une grande vérité. Et donc, c'était très émouvant parce que pendant le premier confinement, j'étais à Saint-Germain-en-Laye où ma voisine était seule, divorcée avec 2 enfants, deux petites filles, était dans l'appartement.
Et évidemment, il y a eu des grands problèmes de gestion de ces deux petites filles qui n'avaient ni école, ni les loisirs, etc. Et j'ai vu comme la solidarité est venue spontanée. Donc il y avait une voisine au 3e étage qui lisait des histoires dans les escaliers pour pas être trop proche de 3 à 4 heures. Moi, entre 4 et 6, je les amenais dans la petite cour de jardin en bas et je m'en vantais, pas tous les jours, un jour oui, un jour non. On partait dans le 2 heures avec la distance, le masque, etc. Mais je me suis inventé plein de jeux pour... Et cette pauvre femme, elle nous regardait comme dire « Vous m'avez sauvé là ». Parce que moi, je suis au bout. Et sans le même dire, hein, mais les gens ont bougé et se sont occupés de ces deux filles. Alors, je pensais à Maria-Thérèse, et c'est vrai, moi, ça m'a coûté vraiment rien. C'était au contraire un plaisir de pouvoir rendre plaisir. Et au contraire, ça a mis en circulation une énergie comme quoi les filles étaient mieux, la mère était mieux, la voisine était contente. Donc voilà, et l'énergie positive qui répare, non ? Et donc, je pense toujours à Maria-Thérèse de Calcutta en ce sens-là. Elle a dit cette phrase, pensez à faire pas grand-chose, mais votre petit geste, c'est une grande chose. Et c'est vrai. Voilà, c'est une belle vérité. Voilà. Ouais, c'est une super philosophie à tenir pour demain, en effet. Ouais. Merci pour ce partage. Non, et surtout, ça te rejoint ce que tu viens de dire, que non, on ne peut pas porter parce que les news nous accablent, la globalisation de cette... non, il faut faire et contrôler ce qu'on peut contrôler. On doit faire ce qu'on peut faire. On ne peut pas penser maintenant à résoudre un problème... mondial. Chacun d'entre nous doit faire ce qu'il peut faire. Voilà. Un peu l'effet papillon, quoi. Ouais. Non, c'est un sujet aussi, moi, qui me fait me poser beaucoup de questions et j'espère qu'on trouvera des solutions pour avancer. Un sujet plus léger maintenant. Qu'est-ce que ça t'évoque, les pieds dans demain ? C'est la projection de notre vie dans le futur. Donc, les pieds, comme dire, dans quelle direction je les mets, je vais, comment est-ce que je m'adresse aux autres. Je veux dire, c'est un projet dans le futur. Comment est-ce que je me vois dans le futur? Donc, c'est très joli parce que c'est très léger. Et les pieds, ça donne une sensation de presque de danse, de légèreté, de papillon qui va dans le futur. Voilà, comme ça. Ouais. Ouais. J'adore mes invités, à chaque fois, ils sont poétiques, lyriques, ils ont de l'imagination, j'aime beaucoup. Justement, si on continue sur ce côté un peu littéraire, on va dire, est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou un proverbe qui t'accompagne au quotidien? Pour être franche, non. Non, il n'y a pas une... je viens de citer, voilà, Renzo Piano, parce que je l'aime beaucoup, ce qu'il dit et ce qu'il fait, donc je pense à cette chose qu'il dit souvent, de la rencontre entre les personnes. Je pense souvent à Maria-Thérèse de Calcutta, et paradoxalement aussi au pape Jean-Paul II, quand il dit tout le temps « n'ayez pas peur ». Ici, il le dit dans un contexte complètement différent, mais il a fait, et je partage pas tout ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, mais cette phrase était très forte. Surtout pour la génération, c'était la première fois qu'il s'est rapproché, le pape Jean-Paul II, il s'est rapproché aux jeunes. Il a voulu faire de rencontres mondiales entre les jeunes et il les invitait à ne pas avoir peur. Et il y avait quelque chose de très fort derrière ces messages. Ouais. Et alors moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Tout banalement de réussir à concrétiser des projets. Comme dire, c'est toujours important que chacun de nous ait des projets à chaque âge. Et donc, de pouvoir réaliser, et pas des rêves, mais des projets, c'est un souhait que j'accueille bien volontiers de ta part, si j'arrive à réaliser mes projets, et je le partage avec les autres, parce que je pense que tout le monde a besoin de projets pour avancer et pour se sentir bien dans sa propre peau. Voilà. Allez, je vais reprendre un peu Jacques Brel qui disait
Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et une envie furieuse de les Et réaliser. de les réaliser, voilà, oui. Au moins quelques-uns entre eux. Hein? Exactement. Merci beaucoup Priscilla. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Maintenant, parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Et vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. C'est avant tout une aventure humaine. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin, et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.